Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bettina Eckroyd et vous êtes sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Si vous ne connaissez pas ce podcast, Tatou Senti, ce sont des échanges complices et fouillés, en résonance avec le parcours et les convictions de fortes personnalités du monde du parfum, des saveurs et du bien-être. En fait, c'est une opportunité pour eux de parler de leur actualité et de mettre en avant leur unicité, mais aussi leur créativité et leur audace. Et donc, au final, il s'agit d'un ensemble de pistes pour vous permettre et vous inciter à penser autrement. Pour la saison 3, Tatou Senti bouge. Et comment ? Je vais partir à l'étranger, à la rencontre toujours de passionnés du monde du parfum, des saveurs et du bien-être, mais je vais aussi explorer les actions et les prises de position de personnalités influentes sur le développement durable, mais toujours dans le monde du parfum, des saveurs et du bien-être. Pour ce qui en est de mes invités du bien-être, ils sont choisis pour leur sérieux, l'efficacité et l'impact de leur méthode sur le stress. Un autre point important pour moi, je teste pratiquement toujours pendant quelques mois la méthode. Et ainsi, sans stress, vous serez plus créatif et plus audacieux. Poursuivons notre conversation avec Arthur Dupuis, parfumeur à Montpellier, pour en apprendre plus sur ses nombreux projets passionnants et ses 2 nouvelles collections en B2C. J'ai lu qu'effectivement, on retenait 35% de ce que l'on sentait contre 5% ce que l'on voit, on touche ou on entend. Quels sont pour vous les éléments nécessaires pour capter les nouveaux clients quand ils viennent à l'hôtel ? Alors, je pense que ça vient, de la diffusion de la fragrance. Une fragrance, la problématique dans les acteurs du logo olfactif, malheureusement, donc du parfum sous catalogue diffusé, c'est la non-maîtrise de la diffusion. Parfois, c'est trop puissant. Oui. Les gens sont pas à l'aise, ils ressortent de l'établissement, ils sentent le parfum presque sur le habit. Je pense que la signature olfactive, elle doit être discrète, d'une part, Oui. d'un point de vue concentration, diffusion, mais je pense surtout qu'elle doit être complexe. Une signature olfactive qui est trop simple, finalement, elle va moins matcher et vous allez toucher moins de population. Beaucoup de fois, certaines personnes me disent « Ah, c'est marrant, quand je fais sortir un parfum, ils me disent « Ah, c'est marrant, dans ce parfum-là, moi, je sens la vanille. » Et l'autre personne me dit « Ah, non, pas du tout, moi, je sens le bois. » Mais c'est pourquoi ? Parce que la complexité de la fragrance fait que chaque individu va reconnaître un élément que lui a déjà mémorisé dans sa vie. Tout à fait, oui. Et c'est là où il y a l'importance de la différence entre logo olfactif et signature olfactive. C'est vraiment dans le choix des matières premières et dans la complexité. Alors, je suis contre les formulations à plus de 150 matières premières. Ça ne sert à rien. Faut pas non plus trop tue le parfum. Oui. Mais il faut bien sélectionner, bien mesurer. C'est du dosage. D'accord. Tout est question de dosage finalement. De bien placer aussi le circuit de la découverte. Ouais. Une signature olfactive qui serait diffusée dans un centre commercial, je dis n'importe quoi, mais à 100%, pour moi, c'est ridicule, ça ne sert à rien, c'est du consommable qui est perdu. Une signature olfactive, par contre, dans ce centre commercial qui est diffusée que sur les entrées et les sorties du centre commercial, et là, elle a tout son intérêt. Parce que quand je vais rentrer, je vais avoir le premier contact. Oui. Je vais passer mon moment dans le centre commercial pour faire mes achats ou ma consommation. Je vais ressortir, je vais repasser par le même endroit. J'ai été touché 2 fois par la signature olfactive. Alors que si vous êtes en permanence au contact de la signature olfactive, calculez, mais au bout de 5 minutes, vous vous en apercevrez même plus. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle est devenue constante. Oui. Et du coup, ça ne marche pas, c'est du consommable perdu. Voilà. Donc, il faut bien calculer. Oui. Donc, il y a toute une stratégie à développer pour savoir où on va la diffuser. Exactement. On calcule même le parcours client avec chacun de nos établissements pour savoir quel et où serait le meilleur impact. Ah oui. Et parfois, c'est pas l'entrée. D'accord. Paradoxalement. Donc, il faut vraiment le mesurer. C'est très important. D'accord. C'est une stratégie.
Oui, et chaque hôtel, selon la façon dont les pièces sont distribuées, va être différente. Bien sûr, là, il y a un établissement sur Cap d'Antibes. Quand vous rentrez dans l'établissement, bon, c'est une route, vous rentrez dans l'établissement, il est accroché à la falaise. Vous tournez à droite, vous avez l'accueil, bon, qui est certes très très beau, d'époque, etc. Mais les clients, c'est pas l'accueil qu'ils retiennent. Les clients, quand ils rentrent, ils voient la baie vitrée en face avec vue sur la mer. Le premier truc qu'ils font, c'est pas, ils vont pas à l'accueil, hein. Ils vont tout au bout, ils vont voir la vue. Donc vous comprenez bien que le meilleur endroit, ça va être ici, pour les Oui, marquer. oui. Et après, ils veulent faire leur check-in et leur check-out. Et Mhm. c'est ça qu'ils ont retenu de l'hôtel. En fait, ça demande une compréhension de l'hôtel pour savoir où l'emplacer, comment ça se passe. Alors justement, vous parliez aussi des modes de diffusion. Quels sont ceux les plus utilisés aujourd'hui et quels sont ceux que l'atelier Arthur Dupuis préconise ou je dirais à peut-être un peu plus d'atomes crochus ou à des préférences? Alors, pour le public, hein, on préconise souvent les diffuseurs par capillarité. On aime beaucoup, nous, les bougies parfumées. Le spray d'ambiance, c'est vraiment extraordinaire. Ça vous laisse une signature sur tous vos textiles, rideaux, fauteuils ou moquettes pendant 48 heures. C'est vraiment extraordinaire. Après, d'un point de vue industriel, professionnel, pardon, je dirais que 80% du parc français, voire européen, est équipé aujourd'hui de diffusion par nébulisation. Vous savez, cette Oui. fumeuse diffusion par air compressé, là où on transforme le liquide en vapeur, mais sans chauffer, hein. Il ne faut jamais chauffer un Oui, parfum, oui, sinon ça le détériore. Alors, c'est vraiment la solution pour l'événementiel. C'est la solution pour les très grands lobbies d'accueil. C'est la solution pour des musées, par exemple, etc. Et encore, les musées, je dirais que non aujourd'hui. Mais c'est une diffusion qui est particulière, là où on émane pas mal de choses dans l'air. Et du coup, nous, on préconise plutôt aujourd'hui, pour réduire le consommable et avoir un air plus sain, la diffusion sèche, qui est oui. entièrement maîtrisée maintenant et contrôlée par nos systèmes d'application avec nos partenaires fournisseurs, avec des produits qui sont 100% made in France, 100% rechargeables, recyclables, là où le parfum est contenu finalement dans des polymères biosourcés à 99%, et Mhm. là où l'air va passer de manière mécanique dedans pour diffuser la fragrance. Et là, on parle plus de zoning, Oui. mais au moins, on n'a aucun risque pour demain passer des comités CHSCT, d'hygiène et de sécurité, et pour Oui, parce que c'est important aussi, ça. mais on est de plus en plus dans un monde là où on a peur des allergènes, de la toxicologie, Oui, etc., etc. Il faut rassurer notre tout à consommateur. fait. On a la technologie. Mhm. Elle est, oui, un peu plus chère que les autres technologies parce qu'elle est innovante, Oui. effectivement, mais c'est l'avenir. C'est réellement l'avenir, j'en suis convaincu. Quand vous dites elle est innovante, parce qu'elle est assez récente, Oui, elle a moins de 10 ans, cette technologie. Maîtrisée à 100%, je dirais qu'elle a vraiment moins de 10 ans. il y a d'autres pistes d'innovation qui sont étudiées aujourd'hui ou. Sur la diffusion, oui, mais elle serait plus passive et à travers des produits supports. Donc, par exemple, imaginons un détergent pour nettoyer l'intérieur d'un tramway, là où la fragrance serait microcapsulée dedans et du coup, cela diffuserait progressivement pendant X semaines. Imaginez, la RATP d'ailleurs, elle fait un test à l'époque, je me souviens, avec une cire détergent justement pour l'intérieur des tramways. Malheureusement, il n'y avait qu'une ligne qui avait pris cette option-là sur la ville de Paris, c'est dommage. Mais voilà, donc du coup, il y a plein, c'est dans le produit support, là où on va s'améliorer. Mais la technologie sèche, c'est déjà un réel progrès. Alors justement, faisons un petit stop créativité et audace. La créativité, c'est inventer, c'est prendre des risques, c'est briser les règles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez une anecdote? Ah oui, c'est quelque chose qui nous parle parce qu'on fait ça en permanence. quand, quand on a lancé le tramway olfactif et que j'ai dit qu'on allait travailler sur ce projet-là, bon, bah, si vous voulez, c'est 3 ans de R&D, hein, ça a été colossal. Tout le monde m'a pris pour un fou. Il se dit, mais il n'y arrivera jamais avec les normes en plus dans le monde du transport public qui sont aussi draconiennes en terrestre qu'en aérien, on n'y arrivera pas. Puis finalement, bah, vous voyez, on y est arrivé. Alors oui, ça a pris du temps, mais ça marche, ça fonctionne et le produit est prêt clé en main. Mais je pense que euh, demain, pour se démarquer de vos concurrents, le parfum, j'ai envie de dire, tout le monde pourrait y accéder demain Oui,
à la palette complète des matières premières. Tout le monde pourrait prendre 40 nez différents, je dis n'importe quoi, pour travailler sur des parfums, les uns plus différents que les autres. Donc ça, tout le monde sait le faire, mais c'est dans Oui, oui. l'innovation, finalement, qu'on Mhm. va faire sa place demain. Alors oui, c'est un gros risque, oui, c'est un gros challenge, oui, c'est beaucoup d'investissement. Notre investisseur nous le dit, nous le fait remarquer, mais nous suit pour autant. Mais la clé de verrouillage demain du succès, je pense qu'elle est justement dans cette prise de risque. Oui, oui, oui. Ce qui permet d'aller de l'avant et de se démarquer. Mais alors justement, quel a été votre plus gros défi en créant votre société? Le plus gros défi, je dirais que ça a été... Alors, malheureusement, j'en ai plein qui sont en cours dont je ne peux pas parler pour des raisons de confidentialité et de brevetabilité. Mais je dirais que quand même, celui du monde du transport a été un de mes plus gros défis et il l'est toujours aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est prêt, Oui. mais ces métropoles, ces agglomérations, ces capitales sont tellement grosses et il y a tout un circuit de contrôle qui est tellement grand que ça prend du temps de répondre à leurs questions, leurs interrogations qui sont Mhm. légitimes, hein, et de répondre aux appels d'offres qui sont... Nous, on est une petite structure, vous savez, on est 12 personnes aujourd'hui, 10-12 Oui. personnes. Il faut prendre le temps de répondre à un appel d'offres qui fait 600 pages. Hein, c'est pas toujours évident. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, du coup, je dirais que ma plus grosse prise de risque, ça a été ce monde du transport. Mais je n'ai jamais baissé les bras et je n'ai jamais renoncé. Et ça, je peux vous dire que je tiendrai. Là, j'ai tenu pendant 4 ans. Je peux encore tenir 4 ans de plus pour le développer encore plus, ce projet-là. Oui, oui, mais c'est une force hein, quand on sait. D'abord, quand on est passionné et quand on y croit, je pense que c'est un moteur inégalable parce que ça permet de tenir quand il y a des moments où on a peut-être envie de lâcher. Bien sûr. Et puis, vous savez, Bettina, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que quand en fait, on est disturb, on panique un peu en créant une nouvelle technologie qui est innovante, parfois l'innovation, Oui, si elle arrive trop tôt, elle n'est pas ou peu comprise. oui, Et absolument. elle peut marcher X années plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que c'est de notre faute. Peut-être qu'on n'a pas été assez pédagogique au début, on n'a pas assez accompagné le consommateur ou le client, etc., pour expliquer cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, on la maîtrise de plus en plus parce qu'on s'entraîne à force de répondre à des appels d'offres et à expliquer notre projet. Et je suis convaincu qu'elle trouvera toute sa place, mais de manière très rapide, dans les années à venir, une fois que le public sera prêt et le client aussi. Ben oui, il y a quelque chose que vous venez de dire qui est très très important dans tout ça, c'est le timing et ce fameux time and motion. Certes la pédagogie, mais il y a un temps pour tout et il faut effectivement préparer et il y a des moments où effectivement ça match et d'autres ça clique un peu moins, on va dire. Exactement. Et est-ce que l'audace c'est quelque chose d'important pour vous? Oh bah oui, Et qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'audace? il faut prendre des risques et parfois l'audace fait que vous allez un petit peu bluffer, hein, c'est le jeu. Et finalement, mais si vous ne le tentez pas, Oui, vous allez le regretter. Parfois, vous avez un train qui passe, si vous ne montez pas dedans, il repassera peut-être plus jamais. Hein. tout à fait. Ouais. Donc, je pense que parfois, il faut mieux prendre de risques, avoir de l'audace, quitte à se prendre un mur. C'est pas grave, des murs, de toute façon, on en prend toute notre vie, c'est ça qui nous fait Oui. grandir. Mais je pense qu'il ne faut pas manquer d'audace, effectivement. Alors justement, par rapport à tous vos projets, il y a des projets, on a dit hôtels, il y a des projets artistiques et aussi liés à l'immobilier. Et donc, vous avez participé au projet de l'Arbre Blanc avec l'architecte japonais Su Fujimoto. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, complètement. Alors ça, c'est une histoire incroyable. J'ai eu une inauguration d'une exposition d'un artiste que j'aime beaucoup, c'est toi, Hervé Di Rosa, et je rencontre lors de ce dîner-là l'équipe de l'Arbre Blanc, dont un des promoteurs, Alain Gillet, qui m'expose tout le projet de Su Fujimoto, un projet somptueux de sculpture architecturale sur la ville de Montpellier, qui faisait partie des folies montpelliéraines. Il m'explique tout le projet. Je lui dis, mon Dieu, c'est extraordinaire de créer un projet autour d'un arbre, mais il lui manque l'odeur. Donc, est-ce que vous voulez pas qu'on lui recrée l'odeur? Et là est parti tout le délire avec l'équipe de l'Arbre Blanc de Oui, retravailler sur une signature olfactive qui a été déclinée en saisonnalité. Été, hiver, automne, printemps. Comme oui, si l'arbre vivait, oui. poussait, perdait ses feuilles, subissait l'hiver, etc. Et c'est vraiment l'histoire qu'on a racontée autour des fragrances de l'Arbre Blanc en créant en plus une cinquième, anecdotique, parce que ça Oui, c'est très drôle quand même, oui. on allait au sein du chantier de l'Arbre Blanc quelques fois dans l'année lors de sa construction pour Mhm. immortaliser
l'odeur du chantier de l'Arbre Blanc, en se disant Ah oui. demain, on va la pérenniser peut-être pour un futur musée, pour expliquer l'innovation architecturale ou autre, etc. Et du coup, c'est assez drôle. Et qu'est-ce que sent un chantier? Bah, c'est l'odeur du béton humide mouillé, de l'odeur de ce suif de décoffrage qui Oui. est utilisé après moulage du béton, de l'odeur de ce fer un peu rouillé architectural qui va servir de structure et de support au béton. Vous avez ces bois qui sont imperméables mais assez poussiéreux, poreux. Voilà, c'est quand même assez intéressant, même si c'est pas une odeur Non? corporelle Non, non? évidemment, mais c'est une expérience fabuleuse, l'odeur du chantier. Oui. Et alors justement, dans cette même idée, vous me racontiez que vous avez aussi fait des odeurs pour des groupes immobiliers et qui en fait, lors comment dire, de la mise en vente d'appartements, vous demandaient de créer une odeur au sein de leur bureau et des locaux où les clients allaient. J'ai cependant, pour revenir en arrière, une petite anecdote. C'était Karl Lagerfeld qui Oui. disait qu'il adorait les odeurs de chantier. Ça m'avait toujours fait énormément rire. Ben oui, Il oui, oui. sortait Oh ben, dans c'était un son, dans, phénomène, hein. dans son film biographique, il sortait de son hôtel particulier avec un journaliste. Il y avait un chantier juste à côté. Et avant de rentrer dans sa berline, il dit au journaliste, j'adore les odeurs de chantier. C'est une scène qui m'a toujours marqué, ça m'a beaucoup fait rire. Mais Oui. peut-être que indirectement, maintenant qu'on en parle, ça m'a inspiré pour aller pousser la machine très loin pour créer cette odeur de l'arbre blanc. Alors oui, bah effectivement, le monde immobilier, aujourd'hui on travaille avec des grands groupes de l'immobilier tels que Proméo, le groupe Tissot, le groupe FDI basé à Montpellier, etc. Et ces groupes-là nous ont demandé leur signature olfactive dans le but de l'appliquer sur divers produits supports pour rappeler finalement le projet qui a été créé autour de leur premier achat d'appartement ou deuxième achat. Et alors c'est assez rigolo parce que euh, déjà on va diffuser l'odeur dans les zones de vente, donc le client Mhm. consommateur a une première approche, un premier contact, puis derrière on va lui envoyer une plaquette qui va être avec la même signature olfactive, ça va lui rappeler le moment qu'il a passé en boutique, puis derrière il va acheter peut-être l'appartement et s'il l'achète, on va lui offrir une bougie parfumée Mhm. représentant les valeurs de la marque, bien évidemment, et logotée sous l'emblème du projet immobilier ou de la marque. Et en fait, on se rend compte que de fil en aiguille, eh bien, demain, quand il va vouloir revendre son appartement, etc., ben, il va repenser en ressortant le dossier au groupe immobilier, en ressentant la fragrance, etc. Et peut-être qu'il repassera par eux pour acheter leur futur appartement parce qu'il a passé un bon moment finalement dans cet appartement pendant 4, 6 ans, je ne sais pas, si c'était un premier achat par exemple. Voilà, donc c'est un peu l'objectif de créer une cohésion autour de... Oui. Et toute une histoire en fait olfactive, Ouais, complètement. Et puis, quelque part, de l'expérience que le client va avoir avant, après et pendant. vous savez, le monde de la promotion immobilière, c'est énormément digitalisé et tend à se digitaliser de plus en plus. La digitalisation, je ne suis pas contre, hein, je trouve ça Oui, super, mais la problématique, c'est que c'est très froid. On perd du contact humain. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de lien social. complètement. Par Oui, oui. l'odeur, vous Oui. recréez quand même un lien social, un contact, une souvenir, émotion. Parce qu'un ordinateur, c'est froid, hein. Enfin, Oui, 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 absolument. Ça nous sert énormément et ça permet plein de choses. Mais effectivement, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux et qu'on ne peut pas basculer que d'un côté ou que de l'autre. voilà, mais il faut que ce soit fait de manière intelligente et en complémentarité. Oui, 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 absolument. Et justement, qu'il y ait une vraie histoire, Mhm. quelque chose qui se déroule et qui soit cohérent. Donc, alors, est-ce que vous avez un dernier projet sur l'hôtellerie à nous que vous avez fait avant la fermeture dont vous aimeriez partager? Alors, on l'a démarré avant la fermeture. Oui. Enfin avant le premier confinement, on l'a Mhm. développé pendant le confinement en s'organisant à distance, etc. Et le projet ouvre là, avant la fin d'année. C'est le Oui. projet de l'hôtel Belle Plage à Cannes, D'accord. hôtel somptueux qui est entièrement refait et redesigné par Raphaël Navo Mhm. pour le groupe La Clé, qui est déjà propriétaire de l'hôtel Bachaumont à Paris, de l'hôtel national des arts et métiers, Mhm. qui va être un endroit somptueux avec un jardin devant et une plage privée devant. Là, on n'a pas créé une seule signature olfactive, mais deux. D'accord. Deux signatures olfactives, une pour le jour
et une pour la Ah, nuit, c'est amusant. qui seront développées soit à travers des produits cosmétiques, soit à travers la diffusion dans l'air, soit des bougies, etc. Tout à fait. Pour avoir une symbiose, une complémentarité entre Cannes, cette ville là où il y a le monde du jour, Oui. et le monde de la nuit, finalement. Voilà, et on a voulu marquer ça dans un contexte extraordinaire designé par Raphaël Navo, très épuré, très arrondi, que des matériaux qui sont très très nobles. Et on a travaillé sur des fragrances Mhm. que je ne peux pas vous développer actuellement parce qu'elles ne sont pas encore sorties Oui. par l'hôtel qui n'a pas ouvert, mais que je vous inviterai vraiment à vous représenter ou alors à découvrir au sein de l'établissement si vous avez l'occasion d'y passer. Je pense que c'est un mariage qui va très bien se passer. Vous en êtes fier. Je suis satisfait des parfums qui sont sortis, oui. Je, ouais, voilà. Mais vous avez raison, il faut savoir, je pense, être content de ce qu'on a fait, c'est normal. Complètement. D'ailleurs, je déteste là actuellement, pendant mes vacances cet été, chez moi, mais vers Montpellier, pas au sein de l'hôtel évidemment, parce que justement, je vois si ça marche. Alors justement, pour parer à cette crise sanitaire qui a donc fermé ces hôtels, donc ce qui vous a conduit à effectivement beaucoup moins travailler ou pas. Donc vous êtes concentré donc sur plusieurs marques et cette fois-ci en B2C. Donc une première qui s'appelle Eau de Montpellier, qui est une collection de 12 parfums, quelque part 12 paysages en écho à la Méditerranée. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter autour de cette première collection? Eh bien, tout est parti du nom, hein, Eau de Montpellier, qui était le nom qu'on donnait à l'eau de la reine de Hongrie, hein, Absolument. et qui était créé à Montpellier, qui était fabriqué par des maîtres apothicaires parfumeurs. Donc, on a redéposé cette marque et on a voulu la moderniser autour de la Méditerranée, étant basée à Montpellier. Alors que ce soit au côté rivage, donc c'est-à-dire côte, Mhm. comme du côté espèce végétale arrière-pays. En recréant un portefeuille de 12 fragrances qui ne cesse de se développer de jour en jour. On sort à peu près 1 ou 2 fragrances par an sur cette collection-là, soit en bougies parfumées, soit en Oui. parfum d'ambiance. Et voilà, et je pense que la petite anecdote, c'est la dernière fragrance qui est sortie, qui s'appelle Solanum. Donc chacun de nos parfums a un nom latin, une Oui. matière première finalement. Solanum, qui est la feuille de tomate, qui Tout à rappelle fait. vraiment l'odeur de la Madeleine de Proust quand vous froissez, cassez les tiges de la tomate au mois d'août en récupérant vos fruits. Feuille de tomate qui est assez acidulée, verte, fraîche pour l'été, et qui a été récemment Mhm. sélectionnée par la boutique Agnès B de Montpellier pour être diffusée entièrement dans la boutique. Et tous les gens rentrent et disent, mon Dieu, D'accord. mais ça sent l'été, et ça marche vraiment bien. C'est une des fragrances qui est devenue best-seller récemment de Haut de Montpellier. D'accord. Alors ensuite, il y a la colonne de l'écusson. Donc ça, c'est une collection qui a été réalisée avec Jean-Luc Parent. Racontez-nous-en un peu plus. Alors, qui a été développée même en triptyque, cette collection-là, hein. Donc, il s'agit Oui. de colognes, 6 colognes qui s'appellent Colonnes de l'Écusson, en hommage au centre de Mhm. l'Écusson à Montpellier, qui ont été développées avec le concours de la pharmacie de l'Écusson de Françoise Bonnet et de son fils, notamment Charles, D'accord. qui est un très grand claveciniste et qui est un fan de Jean-Louis Couperin. Oui. Du coup, de François Couperin, pardon. Il m'a présenté les œuvres de François Couperin, nous a rejoué, et tout est parti de là. Donc, chaque nom de colonne porte le nom d'une partition qu'on a appréciée énormément de François Couperin, Oui. telle que Les Idées Heureuses. Alors, sortir un parfum qui s'appelle Les Idées Heureuses en contexte Covid, c'est juste extraordinaire, vous voyez. Euh, Ah, euh, fabuleux. Oui, euh, oui. C'est une note d'espoir extraordinaire. voilà, vous avez les petits âges, les barricades mystérieuses, la Couperin, etc. Donc tous les noms ont été Oui. trouvés à partir des partitions qui nous ont inspirés pour créer ces colonnes-là, qui sont des colonnes qui sont modernes, hein. C'est-à-dire qu'on est sorti du champ des Mhm. colonnes classiques qui sont toujours à base d'agrumes, orange, citron, pamplemousse. Nous, on est parti sur des agrumes tels Tout que, à pour fait. les idées heureuses, mandarine, clémentine, très frais, très musqué, vous voyez, ou un bouquet de fleurs blanches, etc. Et en triptyque avec Jean-Luc Parent, effectivement, qui est le premier artiste qui nous a suivis justement sur Oui. les illustrations en redessinant sur les partitions de François Couperin ses œuvres d'art pour réinterpréter les fragrances à son tour. Et on a travaillé comme ça en triptyque. Alors c'est notre première collaboration avec Jean-Luc Parent. Et puis derrière, on a suivi avec cette même collection de Cologne avec Tiffany Bouel dont on a parlé tout à l'heure sur l'actualité.
Tout à fait. Alors, pour clore, en fait, il y a le petit dernier ou la petite dernière qui est Terre d'Afrique, dont là, les parfums sont non seulement un hommage à l'Afrique et d'un ingrédient. Et donc, donc là, il y a un parfum avec cette résine de l'onogwe. Donc, je pense que c'est l'ingrédient dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Donc c'est la première la première fragrance qui sort sur cette collection Terre d'Afrique sous forme de bougie et spray d'ambiance. Un parfum qui est autour d'un arbre au Gabon surtout autour de ce fleuve qui traverse le Gabon qui s'appelle l'Ougoué. Et du coup, on a appelé cette fragrance-là résine de l'Ougoué en hommage à cet effluve que vous sentez et que vous reniflez en traversant le fleuve du Gabon. Et voilà, donc parfum qui a le code couleur du vert, d'ailleurs, du drapeau du Gabon, donc un peu flashy, un peu moderne, et qui est en cours de présélection pour le sommet national Afrique-France, qui devait avoir lieu première semaine de juillet, qui a été décalé à cause du Covid, première semaine d'octobre, et dont nous validons les accords dans les semaines à venir, puisque ça va être la fragrance, normalement, de cet échange Afrique-France. Bah écoutez, bravo, bravo, bravo. Et donc j'imagine que, en fait, ensuite, ça sera à chaque fois des parfums avec une rencontre d'un ingrédient. Exactement, d'un ingrédient ou alors d'un assemblage autour de cet ingrédient-là, parce que ça serait dommage d'utiliser que l'ingrédient seul. Cet ingrédient, cette matière première est tellement belle qu'on a envie de l'exploiter sur 10 000 champs aussi différents. Donc je pense que les lignes de produits corporels aussi vont s'ouvrir très prochainement autour de cette première matière première. D'accord. Alors avant de poursuivre et de clore sur un petit questionnaire perso, en fait, où est-ce qu'on trouve ces produits de ces 3 lignes dont on vient parler, puisqu'elles s'adressent là aux consommateurs? Alors, on a pas mal de boutiques de distribution dans le sud de la France et on distribue également par le biais de notre site internet, arthurdupuis.com, là où vous pourrez retrouver d'ailleurs l'ensemble de nos distributeurs, le listing de l'ensemble de nos boutiques qui nous distribuent à la fin du site. Donc, soit vous pouvez commander directement, soit découvrir en boutique nos fragrances. Y a-t-il une boutique parisienne qui serait bien de mettre en avant ? Actuellement, non, mais on est en train de développer ça. C'est en cours. Voilà, exactement, c'est en cours. D'accord. Ok. Alors, pour notre petit questionnaire perso, quel est votre truc anti-stress ? Mon truc, j'en ai plusieurs, mais j'en ai 2, je dirais. Alors, oui, dites-les. Le premier, c'est de lire des livres sur l'art ou de visiter une exposition pour m'évader. Vous avez un exemple dernièrement qui vous... Moi, j'adore le musée Fabre à Montpellier. Je vais directement dans les salles d'exposition des tableaux de Pierre Soulages. Là, je suis immergé d'entrée de jeu dans une sphère incroyable autour de la lumière que j'adore. Donc ça me marque vraiment. J'y vais souvent au musée Fabre pour ça, j'aime beaucoup. Plus récemment d'ailleurs, j'adore l'exposition de Jeanne Suspuglas qui est également au musée Fabre autour du monde des apothicaires parfumeurs d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Et puis après, sinon, tout simplement, c'est d'aller me baigner dans la mer Méditerranée. Faire un bain, me ressourcer. Vous faites 3 bains de minimum 10 minutes dans une journée. Vous êtes relaxé pendant une semaine. D'accord. C'est impressionnant, ça marche très très bien. Quel est votre geste écolo ? Je recycle énormément. Je consomme de la proximité. Je consomme chez mon primeur, en bas de chez moi, que des produits locaux. C'est débile, mais par exemple, une plaque de jambon, moi, je préfère aller acheter 2 tranches de jambon Wal qui sont à côté, qui vient de l'Aveyron, plutôt que de prendre une plaquette de jambon toute prête en plastique. Voilà. Je le fais dans mes gestes quotidiens. D'accord. Au-delà de ce que vous nous avez partagé sur les expositions et les œuvres d'art, quelles sont les autres façons de vous ressourcer Je crois que vous aimez beaucoup la musique, donc quel type de musique écoutez-vous et aimez-vous ? Alors, j'aime tous les types de musique, sauf peut-être le rap, là où je n'ai pas compris ou pas encore accroché. Mais on est mécène cette année de l'Opéra de Montpellier, j'en suis très fier. Et du coup, je suis invité à pas mal de représentations en off ou en on au sein de l'Opéra ou du Quorum de Montpellier pour l'Opéra. Ah oui, c'est fabuleux ça. Et c'est fabuleux, c'est extraordinaire. On ne peut pas savoir. Passer 1 heure ou 2 heures avec ces musiciens et votre pile est rechargée à 90%. Pour repartir au laboratoire. D'ailleurs, comme l'opéra est souvent le soir,
Oui. Parfois, c'était presque un excitant. Vous sortez à 19h30, ben, vous pouvez retourner au bureau. Ça marche, hein. Et comment c'est décidé justement d'être mécène de l'Opéra de Montpellier? J'allais déjà souvent à l'opéra grâce à mes amis montpelliérains. J'étais souvent invité. Oui, Et Valérie Chevalier, la nouvelle directrice de l'opéra de Montpellier, avait pour souhait, et je trouve ça extraordinaire, oui. que l'opéra ne soit plus élitiste, qu'on puisse ouvrir l'opéra à tout le monde. Et Mhm. c'est vrai, pourquoi garder cette mentalité, cette image-là? Et j'ai trouvé cette position très très forte et très très bien. Et D'accord. j'ai été contacté pour voir si je souhaitais effectivement devenir mécène. Et ben par cet engagement, je me suis décidé tout de suite. Oui. Moi, demain, je rêve l'année prochaine là, de proposer des places à mes 15 étudiants Mhm. pour leur dire, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas y aller. Donc là, on va les forcer à y aller pour aller voir une représentation, voilà, pour les lier au monde de l'art, qui est la base de la créativité dans nos métiers. Oui, oui, oui. Qui est une nourriture extraordinaire. Quels sont vos opéras préférés? Mes opéras préférés, bon, alors là, évidemment, bah, je vais dire le dernier parce que c'était Hervé Niquet qui était présent pour l'ouverture du festival Radio Oui. France au Corum à Montpellier. Bon, c'était extraordinaire, représentation autour de Handel, c'est magique, magique. J'ai passé un moment merveilleux. C'est vrai, la musique ressource énormément. Ça a été prouvé scientifiquement et à quel point ça fait du bien. Il y a même eu des études faites sur certains compositeurs, notamment Beethoven, Mozart, qui montrent effectivement leur impact. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion gustative. Je vous ai demandé de penser à une recette ou à un cocktail que vous aimez pour nous la décrire et nous la partager et nous dire pourquoi vous l'aimez. Alors, une recette ou un cocktail? Bah, une recette, je dirais que c'est plutôt une recette sétoise Oui, d'une macaronade. Alors, la c'est-à-dire. macaronade, c'est un plat typique sétois qui est fait à base de macaroni, donc ce sont des Oui, pâtes, sur lesquelles sont disposées dessus des viandes qui ont été cuisinées dans une sauce tomate à la provençale à base de vin rouge. oui, Vous avez à la fois des saucisses dans la macaronade, mais vous avez ce qu'on appelle les brageoles à cette. oui, Ce sont des fines tranches de bœuf qui ont été assez aplaties, comme des escalopes, si vous voulez, mhm, dans lequel est intégrée dedans une farce, et c'est oui, piqué avec une petite brochette en bois. Et ces brageoles-là vont mariner pendant X temps dans cette macaronade, et le tout est servi au dernier moment. oui. C'est un plat extraordinaire. C'est peut-être pas un plat d'été parce que quand il fait chaud, c'est un peu costaud. Quoique, nous, c'est le plat qu'on déguste pendant la Saint-Louis à 7, donc on le fait. Mais c'est un plat qui vraiment, c'est une Madeleine de Proust de l'enfance, en fait, hein, je pense, tout simplement. Et après, C'était maman ou papa qui la cuisinait? alors ça, au début, ah non, bah, c'était papa. Ils avaient même créé un club de tasse macaronade, un club Oui. pour élire la meilleure macaronade de la ville de Sète. C'est quand même assez rigolo. Il Ah oui, fallait oui, pousser le oui. bouchon très loin. Voilà. Et un concours qui a été réactualisé, je crois, par la ville de Sète il y a quelques années et dont une de mes cousines est devenue la championne, je crois. Voilà. Et au niveau cocktail, alors, moi j'ai un ami bartender extraordinaire qui s'appelle Julien Esco, qui a un bar à cocktail qui s'appelle Aperture Oui. à Montpellier, mais qui en a également un à Paris qui s'appelle Baron Rouge, qui fait des cocktails extraordinaires. Et Oui. lui m'a fait découvrir un cocktail qui est tout simple. Ça s'appelle un Stinger, j'adore ça. Je trouve ça très très bon. C'est un mélange entre un très bon cognac Oui. et une menthe pastille, une menthe fraîche. La liaison des deux, avec 3 gouttes d'anthésite, c'est le secret, mais bon, je ne sais pas s'il m'en voudra de l'avoir dit, mais bon, il y a 3 gouttes Ah oui? d'anthésite et c'est extraordinaire. C'est frais, c'est rafraîchissant, pas en abuser, mais c'est très très bon, Non? très très bon. Mais après, d'un point de vue ingrédient, dans tout ça, je dirais que c'est quand même l'huile d'olive. L'huile d'olive est Oui. mon ingrédient. C'est votre péché mignon. Ah, j'adore l'huile d'olive. Avant un repas, je vais toujours tremper un morceau de pain dans l'huile d'olive. Je trouve ça incroyable le nombre d'huiles d'olive différentes qu'on peut trouver aujourd'hui. Absolument. On Oui. Oui, s'éclate. oui. Une palette Hmm. extraordinaire. Alors, quel est votre préféré? On va terminer sur cette note. Ah, alors là, en ce moment, quelle est ma préférée en ce moment? Je crois que c'est une de la région de Montpellier, qui est fabriquée par un domaine viticole, Jean-Jean, Oui. là où ils ont sorti toute une gamme. Et il y a l'Authentique qui est sortie. Oh, elle est d'une complexité extraordinaire. Elle est presque pas filtrée. Moi, j'adore ça. D'accord. Parce qu'elle est brute, elle est vraie. Elle est vraie. Elle est authentique. C'est le cas de dire. Ben voilà, c'est le nom de la cuvée. Ça, j'aime beaucoup.
D'accord. Écoutez, Arthur, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, Bettina, pour votre invitation. Merci Arthur de nous avoir partagé votre vision de l'importance du parfum dans divers environnements. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur Acast, sur Spotify, sur Deezer ou encore SoundCloud. Et laissez-nous un commentaire ou surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien!